Sébastien Chabal, Fidel Castro, Oussama Ben Laden, François Ier et Karl Marx n'ont absolument rien en commun, si ce n'est une particularité de type pileux, une barbe. La barbe a dans l'histoire eu bon nombre de significations, symbole de sagesse, de virilité et de pouvoir pour les uns, signe d'un manque d'hygiène et de pauvreté pour les autres, ou encore une simple tendance mode. Bonjour, bonsoir, et bienvenue dans ce 3e numéro de Voyons ça consacré à la barbe. La mode hipster a permis le retour de cet attribut masculin, mais au fond, que savons-nous réellement de la barbe? Nous allons voir ça. Dans l'histoire, la barbe apparaît très tôt comme un symbole de puissance. En Mésopotamie, le berceau de la civilisation, la barbe est de rigueur. Les Assyriens, et surtout leurs grands personnages, en portaient. Elles étaient teintes, imposantes et bouclées. En Égypte antique, en revanche, elle se fait plus discrète et elle devient plus fine. Elle est alors un attribut divin réservé aux nobles et aux souverains. On y voit également apparaître des barbes postiches. C'est en Grèce antique que la barbe commence à acquérir des sens qui nous parlent. Pour les guerriers de Sparte, elle devient signe de force et de virilité, et chez les philosophes d'Athènes, symbole de sagesse et d'expérience. Alexandre le Grand, un homme pragmatique, demandait à ses soldats de ne pas porter la barbe pour éviter que les ennemis aient une prise lors d'un corps à corps. C'est d'ailleurs de là que vient le fameux jeu « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette », le premier qui rira prendra un coup d'arbalète. Sous l'Empire romain, les modes vont et viennent. Un coup la barbe n'est pas à la mode, un coup elle l'est. Ils étaient vraiment indécis, ces Romains. Chez les Byzantins, en revanche, la barbe triomphe, tandis qu'en Europe, le pape l'interdit. L'Europe se retrouve alors ballottée entre des traités sur les barbes rédigés par des ecclésiastiques et des mouvements de mode venus de l'étranger. Mais à la Renaissance, notre bon roi François Ier remet la barbe au goût du jour, avant qu'elle ne disparaisse au XVIIe siècle, période durant laquelle les nobles préfèrent être rasés de près, parfumés, et porter une ridicule perruque, tout à fait viril, comme en témoigne cette peinture. Vous pouvez admirer avec moi cette virilité digne d'un Sébastien Chabal. Au XIXe siècle, tout s'accélère. La barbe est de retour sous toutes ses formes, laissant au barbier la possibilité de s'exprimer. Dans les années 1960, elle devient un symbole contestataire arboré par les hippies. Aujourd'hui, la barbe est de retour. Les barbiers rouvrent leurs portes et les hommes peuvent fièrement arpenter les rues avec leur superbe barbe. Mais la barbe n'a pas fini de vous surprendre. Savez-vous par exemple qu'au XVIIIe siècle, le tsar Pierre le Grand mit en place un impôt sur la barbe? Il voulait en fait occidentaliser la Russie. Et pour ce faire, il décida de taxer tous ceux qui refusaient d'adopter la mode européenne. Chez nous, en France, il est de tradition pour les pionniers de la Légion étrangère de porter la barbe. Étant par le passé souvent placés en première ligne, ils avaient le privilège de laisser pousser leur barbe. Après chaque bataille, elle poussait et elle devenait le symbole de leur courage. Si je vous demande quelle est la longueur de la plus longue barbe du monde, vous me répondrez sans doute 2 mètres, 5 mètres, Zradarajan, Obi-Wan Kenobi, ou même 42. Mais saviez-vous qu'en réalité elle faisait 5,33 mètres? Son porteur était norvégien et s'appelait Hans Langseth. Il légua d'ailleurs sa barbe à la Smithsonian Institution de Washington. Il était vraiment sympa ce Hans. Si ce petit voyage dans le monde de la barbe vous a plu, alors n'hésitez pas à découvrir notre épisode sur la moustache. Chers ladies, chers gentlemen, c'était le LNG. Au revoir.